Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire que l'on a organisé en fait entre plusieurs entités, Télécom Paris Santé, HEC, le club CECI qui fait partie du club Entreprendre, et XMP, en particulier XMP Biotech et Healthcare. Donc, très rapidement, Télécom Paris Santé est un think tank que l'on a créé en 2015 qui réfléchit à tout ce qui est santé digitale et qui organise régulièrement et organisait régulièrement 2-3 réunions thématiques dans l'année comme ce que l'on va faire aujourd'hui à distance. Mais à l'époque, on était dans un amphi. Et puis, une conférence sous l'égide de Télécom Paris Talks, où là, on était dans un grand amphi et puis on avait des petits fours pour discuter après. Voilà, donc ça, on a lancé ça. On a commis un certain nombre de choses et en particulier, je me plais à le répéter, on a largement insisté et incité Madame Buzyn à prendre en charge la téléconsultation. Et on est très content aujourd'hui qu'elle l'ait fait, vu ce qui s'est passé au mois de mars de 2020. Ensuite, HEC CECI, c'est le groupement des indépendants, des experts et consultants indépendants avec qui on a déjà organisé un certain nombre de séminaires sur le risque pénal et social du dirigeant avec le Covid. Et on a travaillé un petit groupe d'HEC depuis le 16 mars 2020. On travaillait tous les jours pendant les confinements pour justement essayer d'apporter des réponses ou des convictions sur le sujet. Et Karim, si tu peux présenter XMP. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, en fait, plus exactement, c'est X Santé Biotech. Et en fait, X Santé Biotech, c'est la fusion qui s'est opérée à la fin de l'année dernière entre deux groupes d'anciens, qui étaient d'un côté X Biotech et de l'autre côté X Santé. Et comme on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de sujets d'intérêt commun, finalement, les deux structures se sont regroupées et donc désormais opèrent sous le nom de X Santé Biotech. Et l'idée qu'on a eue avec Alain, c'est de se dire, puisqu'on a la chance d'avoir un parterre d'intervenants tout à fait intéressant, c'est de pouvoir en profiter, de faire profiter le plus grand nombre, d'où l'idée de faire ça à plusieurs associations. Et je pense que, en tout cas, en nombre d'inscrits, on avait pas mal de monde, je ne sais pas combien on est, 83, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, moi, j'ai mis le logo XMP Consult parce que XMP Consult a relayé aussi l'information. Et donc, je fais partie aussi de XMP Consult. Et donc, on a un public aujourd'hui qui est très intéressant parce que hétérogène, mais fortement concerné apparemment par l'événement. Très rapidement, fonctionnement du webinaire. Vous pouvez poser les questions dans le Q&A qui apparaît en bas de votre écran. Vous pouvez poser au fil de l'eau. À la fin de chaque présentation, l'intervenant ira voir un peu dans les questions-réponses et éventuellement répondra directement sur le lien. Karim, qui va avoir un rôle essentiel dans cette webinaire, qui est de suivre justement toutes les questions, pourra poser une question à l'intervenant à la fin de sa présentation. Mais comme le temps est assez compté, on fera une séance de questions-réponses à la fin de toutes les présentations. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Alors, en particulier, les questions qui s'adresseraient à notre premier intervenant qui est obligé de partir. Donc, surtout, posez-lui les questions. Après la première intervention, n'hésitez pas à poster des questions sur le chat, enfin sur le Q&A, qui n'est pas un chat.
Donc voilà, c'est Alain, Franck juste Bellivier qui était obligé de nous quitter. Donc on va avoir un certain nombre de présentations d'experts, enfin de gens qui savent. Hein, c'est tout l'intérêt de cette conférence, c'est que les experts ont eu la gentillesse et l'amabilité de nous consacrer du temps. Et c'est une tradition dans la Télécom Paris, dans les alumni et puis en particulier à Santé, de faire intervenir des startups. Donc il y aura 2 startups qui vont pouvoir intervenir. Et puis à la fin, et il faut qu'on se laisse du temps pour ça, on aura le débat animé par Karine. Pardon Alain, juste Alain, avant, il y a plusieurs personnes qui signalent qu'elles ne voient pas d'écran. Non, on ne voit pas ton écran partagé. Vous ne voyez pas mon écran partagé. Alors, là, c'est embêtant. Là, vous ne voyez pas d'écran qui bouge, là? Non. Alors, je vais essayer de... D'accord. Pourtant, je partage. Alors, attendez. Hop. Donc là, excusez-moi de ce contretemps. Là, on voit votre écran. Hein. D'accord. Voilà, très bien. Ça y est, on voit les slides. Voilà, excusez-moi. Voilà, ça c'était le premier où je vous expliquais qu'on était alumni. Le deuxième qui est les questions-réponses. Donc ça, vous les voyez, hein, la règle des questions-réponses. La liste des présentations, la présentation des startups et le débat. Voilà les slides que j'ai utilisés jusqu'à présent. Et ben, je vais passer la parole à Franck Bellivier, hein, qui délégué ministériel à la santé mentale et psychiatrique, qui a eu la gentillesse de venir nous faire un état des lieux sur les enseignements et les perspectives que l'on doit tirer sur cette crise du Covid. Voilà, j'espère que vous voyez les slides. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est à moi de prendre la parole maintenant. Oui, tout à fait. Vas-y, Franck. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs d'abord de ce webinaire de m'avoir invité pour ce sujet important. Les 3 diapositives que je vais vous présenter n'épuiseront pas le sujet, puisque c'est en réalité un vaste sujet, mais je vous ai sélectionné quelques messages importants pour nourrir les débats et les questions-réponses que nous aurons ensuite. Diapositive suivante. Alors, ce qui est très important de comprendre d'abord, c'est que lorsqu'on essaye de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale, il faut bien considérer 2 choses différentes. L'impact sur la population générale, et nous avons pour cela différentes sources d'informations sur lesquelles je vais revenir, et l'impact sur les populations cliniques, les populations spécifiques, autrement dit, les personnes qui sont prises en charge dans les filières de soins psychiatriques. Alors, s'agissant de l'impact sur la population générale, nous avons différentes sources d'informations sur lesquelles je reviendrai, enfin, qui ont produit des résultats sur lesquels je reviendrai. D'abord, l'enquête Coviprev, qui est une enquête épidémiologique en population générale chez les personnes de plus de 18 ans, et on aura l'occasion de voir que nous manquons de données chez les moins de 18 ans. Une autre enquête épidémiologique, l'enquête EpiCov, et puis nous avons des enquêtes à façon, des études épidémiologiques, et je pense en particulier aux résultats qui ont été publiés dans le BMJ sur les 70 000 étudiants français qui ont révélé l'impact de la crise Covid dans cette population particulière. En population spécifique, c'est-à-dire s'agissant des personnes qui sont suivies, prises en charge dans les filières de psychiatrie, nous avons là encore différentes sources d'informations.
À la délégation au ministère de la Santé, nous animons un réseau de référents santé mentale des ARS, qui sont une source d'information importante pour suivre ce qui se passe dans les territoires. S'agissant de l'activité, enfin du suivi des conduites suicidaires, nous avons un réseau dédié en France et nous sommes assez chanceux d'avoir ce réseau Vigilance qui suit l'activité des conduites suicidaires au sein de ce réseau. Nous, à la délégation et en lien avec les ARS, nous avons conduit, après le premier confinement, après la première vague, une enquête auprès de plus de 150 établissements de santé mentale pour mesurer à la fois les difficultés qu'ils avaient rencontrées, mais également ce qu'ils avaient mis en place comme organisation pour faire face à cette situation tout à fait inédite. Et je vous ai mis sur la diapositive le lien vers un document qui est très riche de retour d'expérience, qui est disponible sur le site du ministère de la Santé. Enfin, assez tôt, au début de la crise, nous avons mis en place une cellule de crise dédiée intitulée Covid Santé Mentale, avec des représentants de différents réseaux, les usagers, les directeurs d'établissement, les ARS évidemment, qui là encore ont fourni tout au long de la crise, confinement, déconfinement, des informations extrêmement précieuses. S'agissant des activités, toujours sur les patients porteurs de pathologies psychiatriques, nous avons des sources d'informations précieuses. Le réseau Au Secours qui suit l'activité des urgences, et notamment des urgences psychiatriques. Le réseau SOS Médecins qui fait une remontée d'informations très régulière qui est extrêmement précieuse. Et puis, puisqu'on avait un sujet d'intérêt particulier sur les mineurs, nous avons mis en place des binômes de pédiatres et de pédopsychiatres qui suivent ce qui se passe dans différents points du territoire et qui nous fournissent des informations très précieuses sur ce qui se passe dans les filières de pédopsychiatrie. Diapositive suivante. Alors, s'agissant de la population générale, la dernière vague de l'étude Covid-Prev indique un phénomène tout à fait notable, qui est que depuis octobre dernier, nous avons une forte augmentation des états anxieux et des états dépressifs, ce qui fait considérer qu'à peu près 34% de la population française souffre de symptômes handicapants, anxieux et dépressifs, ou de l'association des deux, ce qui est un signal tout à fait important par rapport au niveau d'anxiété et de dépression de la population générale habituellement mesuré. D'autres sources d'informations nous indiquent que cette crise Covid a été associée à des modifications assez importantes du sommeil, avec l'apparition chez de nombreuses personnes de troubles du sommeil, une augmentation des addictions également. S'agissant des conduites suicidaires et de la mortalité suicidaire, il y a une enquête récente de l'adresse qui montre qu'on a un tableau très hétérogène au niveau du territoire français, mais en tout cas pas de signal majeur sur une augmentation généralisée des conduites suicidaires et de la mortalité suicidaire, même si les données dont on dispose sur la mortalité suicidaire sont hélas partielles, et on aura les résultats ultérieurement, enfin des résultats consolidés ultérieurement. S'agissant des populations spécifiques, contrairement à ce qui est indiqué dans beaucoup de journaux, dans la presse, nous n'assistons pas à une vague psychiatrique, autrement dit à un déversement massif de ces situations de souffrance psychique dans les filières de soins psychiatriques. Donc je suis obligé d'être très résumé, raccourci dans cet état des lieux. Il y a certainement et nous l'avons authentifié, des endroits du territoire où il y a eu des moments de forte activité d'urgence psychiatrique, mais c'est en aucun cas un phénomène généralisé. En revanche, et ça c'est peut-être le message le plus important, nous avons des signaux convergents pour dire que chez les moins de 15 ans, nous assistons à une augmentation de la gravité et du nombre d'états anxieux, d'états dépressifs, de troubles des conduites alimentaires et des conduites suicidaires. Comme vous le voyez sur le graphique de droite, en rouge, chez les moins de 15 ans, on a des pics de suractivité, de passage aux urgences pour des urgences psychiatriques, et en particulier pour des gestes suicidaires, ce qui est un phénomène tout à fait
inattendu qu'on explique que partiellement aujourd'hui, mais qui bénéficie de sources d'informations convergentes sur ce phénomène, à savoir que ces phénomènes rares d'une psychopathologie aiguë chez les moins de 15 ans a significativement augmenté pendant cette période de confinement, déconfinement, en tout cas depuis un an. Voilà les principaux messages que je voulais délivrer aujourd'hui. C'est évidemment très résumé, c'est loin d'épuiser le sujet, mais je pense que dans la séance de questions-réponses, on pourra revenir sur certains aspects si vous avez des questions. Alors, professeur Bellivier, juste une question. Est-ce que moins de 15 ans a une borne inférieure? Écoutez, en tout cas, je pense que les consultations aux urgences psychiatriques sont rares avant l'âge de 6 ans. Je n'ai pas le détail des tranches d'âge dans cette tranche de moins de 15 ans, puisque les remontées d'informations font de ces moins de 15 ans une seule catégorie. Donc, je n'ai pas de stratification supplémentaire à l'intérieur de cette tranche de moins de 15 ans. Merci. Merci beaucoup pour ces informations qui, effectivement, sont de nature à nous poser des questions. Et on part là sur les moins de 15 ans et vous allez voir que dans le déroulé, on va monter en âge. Mais merci beaucoup pour ces informations qui pour moi sont des révélations. Et donc, je vais passer la parole à Éric Lecourrière, qui est directeur des soins et qualité relations avec les usagers au CH Théophile Roussel à Montesson. On a toute l'équipe avec nous, donc posez des questions dans le Q&R. Vous aurez plusieurs personnes qui pourront y répondre. Et merci beaucoup à eux de s'être joints à notre conférence. Donc ça veut dire qu'il faut démarrer la suivante. Bien, bah alors on va donc enchaîner. On a eu envie de vous faire en retour d'expérience l'impact qu'a pu avoir le Covid au niveau de notre établissement, qui a été un impact organisationnel important et qui a été marqué, marqué par donc 3 périodes. Une première période où il a fallu effectivement gérer l'épidémie et la rareté des ressources en termes de tenue de protection. Une deuxième période estivale dite d'accalmie où on s'est mobilisé pour constituer une réserve stratégique pour ne pas avoir à revivre ce que l'on avait vécu dans la première période. On a aussi profité de ce temps-là pour faire un rétexte, donc je ne reviendrai pas sur cette période-là. Et puis ensuite, la reprise de l'épidémie, avec quand même une tension sur nos files actives en termes de demande. Ce qui me semble aussi important de dire en introduction, c'est que gérer une crise dans un contexte de tension sur le recrutement médical et forcément la rend encore plus complexe, puisque nous avons notamment une tension forte au niveau de la pédopsychiatrie, puisque nous avons 13 postes vacants et un poste vacant sur la psy adulte. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pendant la première période, on a eu un impact fort sur l'activité des pôles, puisque notamment au niveau des enfants, il était conseillé que les enfants restent chez eux. Et il y a eu un impact donc important au niveau de la pédopsychiatrie, puisque du coup, nous avons fermé nos unités d'accueil, une unité d'hospitalisation accueil parents-enfants, les hôpitaux de jour, les CMP enfants. Nous avons fait le choix de passer nos hospitalisations de semaine en hospitalisation complète, avec la suppression des autorisations d'absence de week-end pour les adolescents. La sortie étant en lien avec une sortie définitive, donc ils rentraient dans l'unité et après ils en sortaient quand le séjour était terminé. Pour pallier à la fermeture de l'unité d'accueil parents-enfants, nous avons fait le choix de créer une équipe mobile UAPE pour aller au domicile à la fois des parents et des enfants en souffrance psychique. Au niveau de la psychiatrie adulte, il y a eu une première initiative que j'ai oublié d'ailleurs de signaler, que pourtant est extrêmement forte,
c'est que nous avons réorganisé la filière des urgences psychiatrie en dissociant donc la filière urgence psychiatrique des urgences classiques. Donc, pour les patients no Covid, ils étaient reçus dans un autre endroit, ce qui a, je pense, permis de ne pas contaminer notre filière. Ça a été une décision qui a été prise rapidement grâce à l'application de Dr Corvès. Et je pense que ça nous a permis d'avoir finalement une forme de maîtrise de la contamination de l'épidémie au sein de notre structure. Nous avons également aussi, du fait de la rareté des tenues, nous avons fait le choix de regrouper tous nos usagers de psychiatrie adulte qui présentaient de fortes comorbidités pour essayer de les protéger au maximum et avec donc du coup une dotation des équipements de protection pour l'équipe qui était en charge de ces usagers. Nous avons eu à fermer les hôpitaux de jour et nous avons également dû transférer notre foyer de post-cure sur l'intra parce que nous avons eu une situation clinique qui s'était compliquée sur le plan respiratoire et nous a semblé important du coup de transférer cette unité sur le site de l'intra pour du fait de la permanence médicale et pour sécuriser bien sûr la prise en charge. Diapo suivante. Au niveau de l'établissement, ça a été une période extrêmement intense pour la cellule de crise puisque nous n'étions pas en capacité de protéger l'ensemble de nos professionnels. Il fallait gérer au mieux et donc c'était vraiment en fonction de la présence d'un patient Covid ou pas. Donc, on a une cellule de crise qui, dans un premier temps, s'est réunie de façon quotidienne, puis après bi-hebdomadaire. Nous avons fait un renforcement de la permanence médicale le week-end pour essayer de contenir aussi les phénomènes d'anxiété au niveau des équipes et puis pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Nous avons dû mettre en place une gestion centralisée des équipements de protection via la pharmacie pour aussi suivre l'évolution de la situation épidémique au sein de l'établissement. Nous avons mis en place une réserve en ressources humaines puisqu'on avait fermé un certain nombre de services et donc nous avons missionné 2 cadres pour gérer ces ressources. L'encadrement a passé énormément de temps aussi à gérer l'inquiétude des uns et des autres. Nous avons dû aussi faire un gros travail au niveau de la qualité par la formalisation de procédures qualité. Donc, on en a formalisé 18 avec un affichage conséquent au niveau des unités pour essayer justement de limiter l'impact épidémique. On s'est aussi trouvé confronté finalement au développement du télétravail et de la téléconsultation, sujet sur lequel on n'était pas très en avance. Et avec la fermeture de nos unités, nous avions à cœur de maintenir le lien avec nos usagers. Et donc, on a pris conscience qu'on avait un retard significatif sur le sujet. Et nous avons toujours en place d'ailleurs un groupe de travail sur cette thématique pour continuer à poursuivre cette réflexion. Nous avons également dû faire un renforcement du bio-nettoyage de l'ensemble de nos unités avec un ajustement en ressources donc de 4 postes au niveau des ASH. Et nous avons dû revoir toute la réorganisation des repas, parce que nous avions pris la décision de mettre fin aux repas thérapeutiques qui sont présents en psychiatrie. Diapo suivante. Donc, après la période d'accalmie, nous avons pu vivre plus sereinement la reprise épidémique dans la mesure où nous avions constitué une réserve à 4 mois en matériel de protection. Donc, nous avons pu du coup garder toute notre voilure en termes d'accueil pour les patients. Donc, avec des lits d'hospitalisation au niveau adulte et adolescent donc, qui ont fonctionné à plein régime. Et notamment sur la population adolescente de façon significative, on a dû mettre en place une consultation rapide pour essayer de gérer l'afflux de demandes par rapport aux demandes d'hospitalisation. Donc, on a essayé de mettre en place un étayage ambulatoire
pour faire face à ça. Et donc, depuis le 1er janvier, nous avons eu la gestion, grâce à ce dispositif, de 26 cas complexes qui ont nécessité donc 64 actes, donc 41 actes médicaux. Nous avons également augmenté des plages d'ouverture sur nos CMP pour justement renforcer cette réponse ambulatoire, avec globalement, soit au niveau de l'hospitalisation complète ou de notre ambulatoire, une augmentation d'anaphylactique de 6%, où on retrouve des états anxieux, dépressifs, et pour les ados, effectivement, des conduites suicidaires. Nous avons poursuivi notre développement sur les téléconsultations et les pratiques numériques, et nous avons retiré de la première période l'utilité d'avoir une équipe mobile parent-enfant en appui d'unité d'hospitalisation, et nous l'avons donc mis en œuvre pendant cette période. Nous avons bien sûr intensifié la mise en œuvre d'une politique vaccinale pour les professionnels, puisque nous sommes maintenant à un taux de vaccination à 60%, et nous avons commencé la vaccination des usagers. Ensuite, en conclusion, peut-être dire que de cette période épidémique, on en retire des enseignements, notamment sur l'importance de l'adaptabilité organisationnelle et de l'innovation pour faire face aux situations cliniques à risque et pour essayer de les contenir. On a vu l'importance d'avoir une réserve stratégique, ce qui permet justement de garder, de préserver notre outil de prise en charge. Il y a eu une prise de conscience aussi, finalement, sur l'hygiène hospitalière, l'importance de l'hygiène hospitalière, puisque on avait peut-être aussi tendance en psychiatrie un peu à oublier cet aspect-là. Et là, c'est vrai que cette épidémie nous a rappelé l'importance de cette discipline et qu'elle était en fait utile à l'ensemble des disciplines médicales. L'importance de la vaccination, j'y reviens pas. Globalement, la situation au niveau de Théophile Roussel, on peut dire qu'elle a été relativement bien contenue, et ce, grâce à l'engagement remarquable de nos équipes médicales, soignantes, éducatives, administratives. Et c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui nous permet de faire face à cette crise. Donc, Corinne, est-ce qu'il y a une question Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter des éléments supplémentaires. Alors, une remarque, plusieurs participants qui ne sont pas tous des spécialistes de la psychiatrie demandent à ce que, lorsqu'il y a des acronymes, si vous pouvez les expliciter. Je dis ça aux intervenants. Merci. Donc, je passe la parole à Dominique Monchablon, donc psychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France. Et on était sur les moins de 15 ans, et là, on va peut-être passer sur les 15 ans et plus, toujours dans le domaine des jeunes. Et merci d'avoir accepté de participer, docteur Dominique Monchablon. La parole. Merci, Monsieur Tassi, pour votre invitation. Donc, je précise, je suis psychiatre à Paris et que les problématiques étudiantes sont fortement connotées au territoire. Donc, nous allons parler des problématiques psychiatriques pré-Covid et post-Covid sur Paris. Merci. Diapo suivante. Diapo suivante. Merci. Une santé mentale des étudiants dégradée depuis une quinzaine d'années, depuis pratiquement 2005. Une détresse, donc ce n'est pas un phénomène nouveau, une détresse psychologique croissante au fil des années. Selon les différentes enquêtes autodéclaratives de l'OVE, Observatoire de la vie étudiante. Là, vous avez les chiffres de 2019 qui cotaient la détresse psychologique à 21% chez nos étudiants avant la Covid. Cette détresse croissante est liée à de multiples facteurs. D'abord, la massification enseignement supérieur, bien sûr, et une sélectivité mécanique accrue qui est un fort facteur de vulnérabilité psychologique.
en environnement socio-économique difficile avec une tentative de surenchère de diplômes pour nos étudiants, une mobilité étudiante quasi obligatoire pour tous les cursus avec des effets afférents du déracinement des étudiants nationaux qui partent à l'international et des internationaux qui arrivent à Paris, jusqu'à 30% pour Paris d'internationaux en doctorat, c'est très important. Une diversification des filières de recrutement avec une grande hétérogénéité du public étudiant et notamment la promotion de la diversité. Et enfin, élément très important et très positif, bien sûr, mais qui apporte ses problématiques, le développement de l'inclusion. Depuis 2005, la loi sur le handicap, l'augmentation exponentielle des étudiants en situation de handicap, qui a triplé pratiquement, et notamment en situation de handicap psychique. La Covid, là-dessus, des impacts cumulés de la crise sanitaire et du confinement, une détresse psychologique qui est passée de 30% en juin 2020 à 43% en décembre 2020, liée là encore à de multiples facteurs de stress, l'insécurité sanitaire comme tous les citoyens, la précarité économique, notamment chez les étudiants, là pour le coup, des bouleversements permanents de leur échéancier universitaire, les effets délétères du téléenseignement, mais le facteur majeur a bien été le délitement du lien social et amical avec une communauté universitaire disloquée. Des effets spécifiques en fait de la Covid qui s'avèrent une aggravation de la situation antérieure, à la fois au niveau individuel, ça va être la réactivation de psychotraumas anciens ou la révélation de vulnérabilités psychologiques ou de troubles antérieurs. Vous savez que la médecine scolaire aussi subit une très forte paupérisation et donc ces troubles ne sont pas repérés au lycée. Ces étudiants arrivent déjà en difficulté à l'université ou en grande école. Et comme le disait Franck, une forte incidence des troubles anxieux, des troubles dépressifs et des idées suicidaires qui ont doublé sur cette période. Diapo suivante. Une problématique durable des difficultés d'accès aux soins. Et on verra quel a été, l'apport de la Covid sur cette problématique ancienne, des facteurs liés aux jeunes qui sont culturels. Déjà, une forte stigmatisation en France, 6 spécialités françaises, des troubles psychologiques, des soins également, et puis pour les plus jeunes, évidemment, un déni de connaissance des troubles. Des problèmes organisationnels à Paris, une méconnaissance des multiples structures de soins, des délais d'attente importants, parce que les structures sont engorgées, des coûts importants à Paris, des coûts des libéraux. Des facteurs environnementaux, là je sollicite les professionnels de l'éducation qui sont autour de la table, le défaut de repérage par les enseignants de l'université ou des écoles de ces troubles psy, et quand ils les ont repérés, le défaut d'expertise pour amener le jeune à se soigner. Des facteurs liés aux structures, la paupérisation des services de soins universitaires, qui sont embolisés justement par la prévention tertiaire au détriment de la prévention primaire et secondaire, c'est-à-dire le repérage des troubles, l'engorgement des structures transversales dédiées aux étudiants, l'inadéquation partielle de la psychiatrie de secteur, j'y reviendrai si ça intéresse le public, pourquoi cette psychiatrie de secteur a du mal à accueillir ses étudiants, l'intérêt et les limites de toute la pérédance qui a été développée pendant cette période, pérédance donc soutien par les pairs, repérage par les pairs, mais qui pose un certain nombre de questions. Et enfin, le manque de coordination de toutes les initiatives qui sont arrivées pendant cette période Covid, qui étaient intéressantes, mais pas du tout coordonnées. Diapo suivante. Des enjeux évidemment majeurs pour les étudiants et les enseignants. Pour les jeunes, à court terme, l'impact sur la santé, la chronicisation de la pathologie, le développement de comorbidités, notamment l'alcool, les psychostimulants, cocaïne, le risque suicidaire. L'impact, et ça interpelle les établissements d'enseignement supérieur, l'impact sur la performance universitaire, puis ils sont notés là-dessus, et à terme sur le niveau d'intégration sociale, mais surtout sur le plan qualitatif, sur la qualité de l'intégration professionnelle, et on voit dès le début des stages les premiers signes de souffrance au travail. À long terme, bien sûr, les risques psychosociaux ultérieurs subis ou induits, s'ils sont malades, ils vont mettre leurs équipes en souffrance. Un enjeu important pour les professionnels qui les encadrent, et le coût, la responsabilité morale et juridique. Évidemment, un impact sur la réussite, on en a parlé, l'intégration professionnelle, mais surtout des conduites à risque, des débordements, des alcoolisations, du harcèlement, les risques juridiques associés qui nous interpellent en permanence, l'impact délétère du suicide sur toute la communauté, et à terme, dans le produit diplômé fini, étudiant diplômé fini, la question de leur adaptation au monde du travail.
Et pour finir, et pour tous, un enjeu sociétal de poids, évidemment, le coût économique des troubles psychiques. Diapo suivante. Merci. L'apport de la Covid par rapport à tout ça, paradoxalement, cette crise nous a beaucoup apporté et a fait avancer les choses. D'une part, sur le plan culturel, une déstigmatisation relative, enfin une amorce des troubles psy et du recours aux soins. Pourquoi? Parce que tout le monde a été déprimé. Les citoyens, 34% de citoyens, nous dit Franck, ont pu exprimer des affects dépressifs. Ce n'était plus honteux de le faire et ont cherché des structures de soins. Une prise en compte pour la première fois que nous battons à la Fondation pour faire reconnaître la détresse psychologique des étudiants et amener une réflexion sur les structures. Donc ça, c'est très important. Des perspectives organisationnelles. Pour la première fois, une meilleure coordination entre nous de l'accueil de ces étudiants et un renforcement par les mesures gouvernementales actuelles des budgets des structures de soins dédiées aux étudiants. Un projet innovant bon, qui est validé par l'Agence régionale de santé, mais pas encore en route. Une plateforme mutualisée dédiée aux étudiants pour un accueil rapide, une première évaluation et une formalisation de la filière de soins, ce qui manque cruellement à Paris. Et un centre source pour les professionnels sur les questions de handicap psychique, qui serait vraiment très utile. Et enfin, un appoint logistique formidable, des nouvelles technologies dans l'esprit de aller vers. J'étais très sensible à ce que disait mon collègue, aller vers. Cette téléconsultation nous a amené à un flux considérable de jeunes qui n'auraient jamais consulté sans ça. Ils ont pu nous le dire. Et on a pu, nous, renforcer l'alliance thérapeutique en allant les chercher chez eux quand ils étaient en situation de rupture de soins. Ça, c'est vraiment très important. C'est une révolution, à mon point de vue, et des applications en santé mentale qu'on va développer. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour cet élan d'optimisme qui a contrebalancé un peu la situation, l'image de la situation. Alors, juste une question. Karim, est-ce qu'il y a une question Oui. urgente? Il y en a plusieurs, mais il y en a une qu'on va poser maintenant pour ne pas l'oublier. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la prévention tertiaire par rapport à la prévention primaire ou secondaire? Prévention tertiaire, c'est l'accompagnement des malades psychiatriques à l'université, par exemple. C'est les aménagements de scolarité pour des jeunes ayant un handicap psychique. Okay, ce qui pose terrible problème. Le handicap psychique est très compliqué à comprendre pour les personnels de l'université. C'est un handicap invisible, fluctuant. En fait, il est lié à l'alliance thérapeutique. Donc, évidemment, ça nécessite des choses tout à fait particulières. La prévention secondaire, c'est, comme chacun sait, c'est déjà le dépistage et les premiers soins. La prévention primaire, c'est travailler le climat global de l'université pour qu'il soit, alors dans toutes ses composantes, pour qu'il soit bienveillant, accueillant et un support académique, affectif et social pour l'étudiant. Donc là, en fait, c'est beaucoup par rapport à un environnement universitaire, en fait, Universitaire et grande école, oui, j'ai ciblé là-dessus. D'accord. Ben, l'étudiant, il n'est pas suspendu, il n'est pas hors sol, il est dans un établissement spécifique. Pour chaque étudiant, un établissement, un climat spécifique. Pour chaque filière, même dans toutes les universités, il y a des filières très diversifiées, des problématiques très différentes en fonction des filières et en fonction des niveaux d'études. Et donc, quand on pense prévention, mise en place de structures d'accueil et de soins, il faut penser quel est le sous-groupe spécifique, la problématique spécifique de ce sous-groupe. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Guillaume qui va prendre la main. Donc, j'arrête mon partage. Guillaume, c'est à toi. Oui, merci Alain. Vous avez bien mon écran, c'est bon? Oui. Très bien. L'angle que je vais vous présenter ce soir il concerne plus particulièrement les entreprises et le vécu des salariés. Alors, il est sous l'angle de l'incertitude, mais j'aurais pu l'aborder sous l'angle de la volatilité, de la complexité, de l'ambiguïté. Et je commence ma présentation pour le coup par un acronyme qui correspond en fait à le monde tel qu'il a été décrit dans les années 90 par l'USRMI et qui a été réadapté en fait et ça a été réapproprié par le monde du management stratégique au niveau des entreprises pour expliquer le monde dans lequel elles évoluaient avant la crise du Covid. Et ce phénomène a été accentué en fait par
par la crise du Covid telle qu'on l'a vécue, puisque la crise du Covid a nécessité en effet de s'adapter en permanence, c'est la notion de volatilité, un monde plus incertain, c'est-à-dire que les entreprises ont moins de visibilité, un monde plus complexe et la crise a créé de la complexité en multipliant les interactions. Et enfin, la crise a nécessité aussi de combattre un petit peu le phénomène d'ambiguïté en clarifiant les rôles de chacun dans l'entreprise. Donc ce monde VUCA, c'est un monde VUCA au carré maintenant avec cette crise, et ça démontre bien qu'on est dans un environnement complexe, incertain, et j'ai repris également la citation d'Edgar Morin qui représente bien aussi cette crise, puisque de cette crise est née aussi de l'imagination créative d'un côté, et de l'autre côté des peurs, des craintes, de l'anxiété, et ça représente vraiment toute la diversité de ce qui a pu être vécu, puisque certains salariés, certaines entreprises se sont totalement réinventées, quand d'autres ont été plutôt paralysés et aussi contraints de bloquer dans leur activité, bien évidemment. Quelques chiffres aussi, j'aurais pu en présenter un grand nombre, mais déjà pour signifier que il y a évidemment une crise économique qui est présente avec un nombre de plans de sauvegarde de l'emploi qui a été augmenté de 50% sur la période du Covid comparé à la même période l'année d'avant. Donc ça, c'est un phénomène en effet qui démontre que même avec des situations d'accompagnement des entreprises, le chômage partiel, etc., il y a des plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été mis en place. Ensuite, 15% de contamination de Covid sur le lieu de travail, donc il y a de l'incertitude aussi là qui est créée sur à quel risque je prends quand je retourne dans l'entreprise. Il y a cette incertitude autour de ma capacité à protéger ma santé. Et puis également, quand on parle de travail, c'est aussi tout ce qui concerne le transport pour aller à son travail. Donc, l'Académie nationale de médecine recommande d'éviter de parler de téléphonie et de transport en commun. Il y a en effet des craintes sur les déplacements. Il y a des études aussi qui démontrent que, en tout cas qui nous disent qu'il y a pas de risque ou un risque limité, mais en tout cas, ça crée des incertitudes, des interrogations chez les salariés. Et enfin, un chiffre intéressant, qui est celui qui a le plus évolué pendant la crise, c'est cette notion de souffrance des salariés par rapport au changement des rythmes de travail. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans 52% par exemple des entreprises, il y a eu de longs arrêts de travail, qui ont créé des transferts de charges et des nécessités de réorganiser le travail. Donc, il y a un vrai impact sur les rythmes de travail, et c'est pas le chiffre qu'on présente le plus actuellement dans les médias, mais en tout cas, il est significatif de ce qu'ont pu vivre les salariés sur cette période. Ensuite, concernant le vécu des salariés, j'ai 3 phénomènes que j'ai retenus. C'est tout d'abord les salariés et agents qui sont en première ligne, ils sont dans l'incertitude et dans l'appréhension qui est liée tout simplement aux incivilités, le fait d'avoir des clients plus stressés ou irrespectueux des gestes barrières, donc craignent pour leur santé, la possibilité d'être agressés également. Ça, c'est des phénomènes qui ont été amplifiés. Il y a le phénomène aussi du chômage partiel, qui, c'est vrai, était plutôt bien vécu parce que c'était une protection, notamment par rapport à ce que pouvaient vivre des indépendants, par exemple. C'est un système de protection, en tout cas, qui a été extrêmement vital là, dans cette période de crise. Mais il a aussi créé, parfois, ça a renvoyé, en tout cas, le salarié à son utilité ou à son inutilité. Puisque dans certains services, vous pouviez avoir des salariés à 10% d'activité quand d'autres étaient à 70%. Et enfin, troisième phénomène, il y a les 2 acteurs du monde de travail qui ont été au premier plan, les DRH et les managers de proximité. Ce sont des acteurs clés face à l'incertitude puisqu'ils ont été en lien avec les salariés pour communiquer les informations, mais aussi pour prendre en compte leur état de santé
psychiques, mentales, et ils ont été des éléments clés dans cette crise. Un petit mot aussi sur le télétravail qui a caractérisé l'évolution, évidemment, une des évolutions les plus fortes qu'a connu l'organisation du travail dans l'entreprise. Une incertitude autour de la complexité à gérer sa situation familiale et sa situation de travail, avec parfois des problèmes de connexion, problème à gérer en effet sa famille, se trouver, et là il y a une grande diversité là aussi de situations en fonction du fait d'être dans un endroit confortable, isolé, ou d'être dans des situations plus difficiles. Il y a aussi le phénomène de sursollicitation numérique qui peut créer de la surcharge cognitive. C'est un élément également à bien intégrer quand on aborde ce sujet du télétravail. Et puis enfin, un côté un peu statutaire aussi dans le télétravail où en fait, il fallait montrer qu'on pouvait se rendre disponible, la nécessité de rendre son travail visible, participer à des visioconférences parce qu'il faut y être sans toutefois que ça puisse apporter dans son travail au quotidien. Donc voilà, ça a aussi contribué à créer des situations un peu complexes pour les salariés et à créer de l'incertitude là aussi sur son utilité, inutilité et aussi le sujet de la reconnaissance. Enfin, pour conclure, je préfère essayer de me projeter sur des solutions pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans les entreprises là, dans les mois qui viennent? Déjà, il y a un cadre de sécurité au travail qu'il faut poser. Je ne le présente pas ici, mais c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut rapporter de la sérénité, rassurer sur le fait qu'on ne risque pas sa santé en venant au travail. Ça sera un préalable primordial. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on a des publics convalescents, des collectifs convalescents et qu'il va falloir certainement, dans un premier temps, au retour des salariés, purger un peu les ressentis, favoriser l'expression et se mettre aussi en capacité de traiter des tensions. Deuxième point, je pense que ce n'est pas parce que justement on est dans un cadre incertain qu'il ne faut pas se donner un projet commun, une vision, un projet d'entreprise, que l'entreprise se redonne des ambitions, qu'elle partage avec ses salariés. Il ne faut pas laisser ce sujet de côté du fait qu'on n'arrive pas à se projeter sur l'avenir ou qu'il est très incertain. Autre point, il faut se donner un cadre commun par rapport à une diversité, une pluralité de situations, parce qu'il ne faut pas laisser en effet le sentiment qu'il y a des inégalités, des exceptions, des inégalités de traitement. Donc, il faut se donner des normes à respecter, un cadre commun. Ça, c'est très important. Ça n'empêche pas qu'on peut être agile. Et ce cadre commun, il est valable aussi pour le télétravail. Pour passer d'un télétravail contraint à un télétravail durable, il faudra se donner des règles communes, applicables à tous, avoir un accord autour de ces règles, mais aussi, en effet, ça n'empêche pas d'avoir des spécificités par équipe, par service. Et surtout, le télétravail, il doit à la fois servir la performance et le bien vivre au travail. Il doit travailler sur ces deux axes pour être durable et efficace. Enfin, dernier point, idéalement, ce télétravail, il devrait même être co-construit avec les équipes sur les aspects des spécificités. Et mon dernier point, justement, c'est cette notion de coopération, de collaboration. Alors, si on est dans un univers serein, si on a réussi à dénouer les situations de tension, il y a un vrai défi managérial, un défi pour la direction générale, pour les salariés, c'est de se recréer le lien social et avoir envie de coopérer et collaborer. Voilà pour un début de solution, et en tout cas pour une clé de lecture du monde de l'entreprise qui est certes réduite, mais j'ai dû avoir quelques parties pris. Merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage sur les salariés et l'entreprise, en fait, et la difficulté des salariés. Je vais reprendre la main. Alors, pendant qu'Alain reprend la main, une Guillaume, question. si tu peux libérer. Oui, a priori, c'est bon. Voilà.
Oui, une question de transition, Guillaume. Quel est le risque de parler ou de téléphoner tant qu'on porte un masque? Parce qu'apparemment, c'était un des points que vous avez souligné. C'est en effet des préconisations qui ont été données, alors dans une situation plus particulièrement dans le métro notamment, et c'est une préconisation qui a été donnée, donc qui en effet suscite un peu des interrogations sur le risque zéro dans les transports. Mais c'est vrai qu'avec la reprise aussi de l'activité, on va avoir certainement des fréquentations fortes, de la difficulté à respecter les gestes barrières. Et donc, il y a ces consignes qui ont été données d'éviter de discuter, de parler dans le métro. Ok, merci beaucoup. Et donc, je donne la parole maintenant à Jean-Luc Douillard, le cofondateur de APESA. On était parti des études des enfants, des étudiants. Et là, on va parler, on est passé par le salariat et l'entreprise. Et là, on va parler des patrons, parce que les dirigeants d'entreprise sont aussi concernés par ces problèmes-là. Et c'est ce que Jean-Luc va nous décrypter. Et je lui passe la main. J'arrête mon partage. Le micro. Non, ton micro, le micro, Jean. Oui, ça y est, excusez-moi. Oui. Donc, un regard particulier pour moi concernant les chefs d'entreprise, voilà, avec des fonctionnements particuliers, surtout face à ces situations de crise. Donc, à la suite des salariés, c'est vrai que c'est un public qui est souvent un peu laissé pour compte. On ne s'inquiète pas trop des chefs d'entreprise, mais APESA a développé effectivement une pratique qui va donner quelques éléments. Et je vais vous partager un petit peu des éléments de notre expertise depuis maintenant 8 ans. Donc, les éléments de contexte, donc évidemment de très nombreuses entreprises et de très nombreux dirigeants en souffrance aiguë avant la crise sanitaire, et sans doute une perspective de liquidation judiciaire importante dans les 2 ans, parce qu'on a été sous perfusion pendant quelques mois, mais les perspectives sont quand même un peu inquiétantes. Une augmentation très significative, on l'a dit, des troubles anxieux dépressifs, des violences intrafamiliales, des addictions, des troubles du sommeil, des troubles des comportements alimentaires, des idéations suicidaires, surtout chez les petits patrons. Et nous, on est effectivement en première ligne pour écouter ces situations-là. Une crise inédite avec sans doute l'inédit de la situation qui augmente le potentiel traumatique, parce que quand on ne s'attend pas et on ne se prépare pas à vivre un moment difficile, on est un peu moins effectivement avec des ressources pour y faire face et pour être organisé. Ça, c'est effectivement une vraie réalité pour beaucoup de chefs d'entreprise qui ont été frappés de plein fouet il y a 1 an avec le premier confinement. Des professionnels du monde économique, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qui s'ouvrent à la prévention et particulièrement à la prévention du suicide, puisque APESA, donc l'acronyme c'est Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Ça veut dire vraiment un dispositif de prévention du risque suicidaire. Une culture de société, ça c'est peut-être aussi un point positif avec des choses qui s'ouvrent sur l'expression des difficultés, des entrepreneurs qui parlent, parce que on a dans le dispositif APESA beaucoup de chefs d'entreprise, femmes ou hommes, qui appellent le numéro vert et aussi qui parlent et qui viennent voir les psychologues dédiés à ce dispositif. Un fort élément de solidarité avec sans doute des modifications importantes dans les organisations de travail, dans le rapport au travail, particulièrement du chef d'entreprise à son entreprise, mais aussi à sa santé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pour nous une bonne nouvelle si ça évolue dans ce sens-là. Sans doute des compétences augmentées par la créativité qui a amené cette crise sanitaire, l'obligation de s'adapter, un retour à des valeurs aussi peut-être un peu essentielles pour soi, dans sa vie personnelle, mais aussi dans le lien avec les autres, et sans doute le développement aussi d'alternatives pour un lâcher-prise un petit peu plus régulier, sans attendre d'être en situation de crise. Donc le dispositif APESA, c'est un dispositif qui a consisté à former des sentinelles pour repérer le plus tôt possible des chefs d'entreprise en difficulté ou en souffrance aiguë, particulièrement dans le monde judiciaire et économique. Donc on forme des sentinelles qui ont des métiers très particuliers, juge, greffier, mandataire judiciaire, chef d'entreprise, pour effectivement repérer des collègues ou des amis qui sont aussi dans une situation difficile. On a un réseau de psychologues libéraux, à peu près 1400, avec lesquels on a des conventions sur la France entière. On a mis en ligne un numéro vert pour permettre à ceux qui ne sont pas
qui n'ont plus les moyens de pouvoir faire appel directement à une sentinelle, de pouvoir appeler eux-mêmes un numéro vert à la suite du confinement. Le fonctionnement, c'est une fiche alerte lancée par une sentinelle ou un appel direct au numéro vert, une veille sanitaire permanente de 8h à 20h tous les jours qui permet justement de réagir très vite, un rappel systématique et très rapide du dirigeant. On parlait tout à l'heure de proactivité, nous c'est une valeur essentielle depuis le début. Et puis on offre gratuitement 5 consultations à proximité des lieux de vie des entrepreneurs pour pouvoir accompagner les moments les plus durs. Donc les éléments essentiels de ce dispositif, mais que je crois beaucoup de dispositifs partagent, c'est la nécessité de proximité, la nécessité de rapidité de rappel, parce que quand les gens sont épuisés, il ne faut pas qu'on attende des semaines pour pouvoir prendre l'initiative d'aller à leur rencontre, de les rappeler. Donc, pour moi, il faut effectivement que ce soit gratuit, parce que si c'est payant et si ce n'est pas très rapidement disponible, ça met des contraintes supplémentaires à aller voir un psychologue dans les moments difficiles, particulièrement quand on est chef d'entreprise et que l'urgence est plutôt une urgence économique. On met très loin derrière l'urgence psychologique pour soi. Donc, il faut qu'on facilite cet accès et bien sûr la garantie d'une confidentialité importante. Donc voilà, c'est un dispositif qui a été créé en 2013, qui s'est étendu aujourd'hui avec effectivement des partenaires essentiels financiers, mais aussi pour le développement. Donc Harmonie Mutuelle soutient ce dispositif. Ça nous a permis donc de former à peu près, d'avoir en tout cas presque 6000 alertes depuis 7 ans. Ça veut dire 6000 chefs d'entreprise repérés directement par une sentinelle ou au contraire qui ont fait appel depuis 1 an au numéro vert. Sur ces 6000 alertes, 3400 prises en charge, donc qui ont été jusqu'à la prise en charge psychologique. Ça veut dire que déjà dans la démarche de pouvoir être accompagné, la démarche de pouvoir appeler, je pense que ça fait déjà beaucoup de bien à beaucoup de chefs d'entreprise de savoir que ça existe, qu'on peut utiliser ce dispositif. Et puis quand on a déjà un appel de 45 minutes avec un psychologue un peu dévoué à cette consultation-là par téléphone, eh bien ça fait déjà du bien. Et parmi tous ceux qui ont appelé ou qui ont bénéficié d'une alerte, on a pris en charge 3400 chefs d'entreprise. Je vous l'ai dit, c'est un dispositif qui a été à l'initiative donc de Marc Vignier, qui est greffier dans un tribunal de commerce à Saintes et qui a développé avec moi cette initiative, aujourd'hui portée par 84 tribunaux de commerce, qui continuent à se développer. D'autres partenaires avec des professions particulières, donc les commissaires aux comptes, les agents généraux d'assurance, et puis des structures qui viennent se joindre à ce dispositif pour que l'on repère plus tôt, plus vite, et qu'on soit en capacité rapidement d'offrir une prise en charge. Pour vous donner un exemple, on est aujourd'hui à moins de 45 minutes de délai de rappel. N'importe où en France où un chef d'entreprise demande une prise en charge, il est rappelé dans moins d'1 heure par une des psychologues de la coordination. Et cette rapidité, pour moi, dégage très vite ou désamorce très vite déjà la crise aiguë. Et derrière, on peut prendre rapidement la prise en charge. Et puis pour conclure, par rapport à cette perspective ou cette expérience, donc une crise sanitaire inédite qui sans doute bouscule beaucoup de rapports à nos identités professionnelles, individuelles ou collectives, c'est-à-dire la place du travail a pris une telle part dans nos vies qu'aujourd'hui elle est complètement bousculée par cette réalité et cette crise sanitaire. Pour moi, une urgence vraiment à structurer des dispositifs comme celui-ci ou comme ceux qui permettent d'être proactifs, vraiment d'aller à la rencontre de ceux qui souffrent, et particulièrement ceux qui sont les plus en difficulté, sans attendre qu'ils viennent à la rencontre d'un dispositif de soins, pour ceux qui n'ont même plus les moyens psychiques de prendre des décisions pour eux-mêmes. Il faut que ce soit rapide, gratuit, à proximité. Sans doute, peut-être en tout cas l'idée de l'initiative de la création d'un service de santé au travail dédié aux dirigeants, parce qu'on n'a pas de durée légale de travail, on est directement la santé de chacun de ceux qui dirigent et on peut étendre cette réflexion-là aux professionnels libéraux et je pense aussi, par exemple, à ceux qui, dans les hôpitaux ou libérales ou hospitaliers, prennent beaucoup de responsabilités, de se dire qu'on peut réfléchir à un service dédié pour qu'on puisse anticiper sur les problématiques de santé personnelle des soignants, par exemple. Un investissement essentiel des psychologues libéraux parce que les psychologues libéraux viennent compléter les dispositifs de soins habituels et ont une capacité d'adaptation et de proposition à proximité, de réactivité intéressante. Et puis, je pense aussi que cette année et le dispositif APESA, avec les démarches particulières que l'on fait, ont proposé aussi et proposent d'ouvrir aussi à de nouvelles perspectives complémentaires aux soins psychiatriques classiques, peut-être en amont aussi pour désengorger certains CMP surchargés par des demandes qui pourraient être prises en charge ailleurs.
Voilà, moi je défends évidemment la psychiatrie thermale, mais il y a bien d'autres possibilités pour pouvoir développer des prises en charge adaptées. Merci beaucoup Jean-Luc. Je suis très content que tu aies pu participer à cette conférence parce que en tant que manager de transition, j'ai accompagné, j'ai restructuré l'accélérateur d'entreprise de Clermont-Ferrand et ben, j'ai été confronté effectivement à des startups qui ont été obligées de déposer leur bilan et en fait les dirigeants, c'était 2 dirigeantes essentiellement que j'ai en mémoire, auraient bien eu besoin du soutien puisqu'elle était complètement dans la déprime et à un moment, je me suis demandé si elle n'allait pas passer à l'acte. Et je ne connaissais pas APESA. Et je me dis que c'est vraiment très important de connaître ça. Et je suis content que tu sois intervenu avec les gens de HEC, CECI. Hein, les indépendants sont un peu les oubliés quand même de la médecine du travail. Et aussi avec XMP XMP Consult qui a relayé l'événement où on a des petites structures, voire des indépendants, qui peuvent se trouver confrontés à des difficultés. Et si le nombre d'entreprises qui ont coulé l'année dernière a été, je crois, divisé par 2, il y a un chiffre qui, moi, m'interpelle, c'est que 80% des gens qui ont déposé le bilan vont directement à la liquidation judiciaire. Et donc, ça veut dire qu'ils n'utilisent même pas les mécanismes que les managers de transition peuvent faire avec la sauvegarde, etc. Donc, directement, 80% vont directement en liquidation judiciaire. Et ça, je pense que pour les patrons, pour les chefs d'entreprise, ça doit être assez dur. Ouais. Juste 2 choses par rapport à ce que tu dis très rapidement. Donc, APESA, c'est un dispositif de soutien psychologique, mais ce n'est pas de la psychothérapie, c'est très important. Ça veut dire qu'on propose un temps très spécifique ailleurs, confidentiel, dans un espace neutre, pour permettre justement à des chefs d'entreprise qui ont toutes ces responsabilités permanentes de ne pas passer ces moments difficiles tout seul. Et puis, la plupart repartent après 4 ou 5 consultations. Et justement, ça évite plus tard et des mois après un effondrement massif avec la nécessité de soins beaucoup plus structurés et beaucoup plus importants. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, les tribunaux de commerce, et je crois qu'il y a vraiment un intérêt particulier à pouvoir travailler en prévention pour informer un peu plus la population générale, mais aussi les chefs d'entreprise et réfléchir à ce que sont les freins qui font que beaucoup de chefs d'entreprise arrivent trop tardivement vers un tribunal de commerce parce que, comme tu le dis très bien, à partir du moment où il y a une situation financière très dégradée, 80% vont directement à la liquidation judiciaire parce que la situation est déjà très, très, très dure. Merci. Je propose de passer à… Juste une remarque Oui, vas-y, Karl. d'un participant, parce que je ne sais pas si c'est une affirmation ou un souhait. La prochaine loi sur la santé au travail devrait avoir un volet d'accompagnement des indépendants et chefs d'entreprise. Est-ce que… Oui, ben, c'est-à-dire qu'on est très en lien avec beaucoup d'élus pour effectivement ancrer dans la loi la nécessité d'avoir un dispositif de santé au travail dédié aux dirigeants. Mais pour moi, il faut que ce soit différent des services de santé au travail un peu habituels dédiés aux salariés, très complémentaires, mais qui permettent justement aux chefs d'entreprise de pouvoir anticiper. Et moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faudrait presque une obligation de soins, c'est-à-dire une obligation de prévention pour des chefs d'entreprise parce que leur santé est le capital immatériel le plus important de l'entreprise. Donc, si on commence à prendre l'habitude, quand tout va bien, d'aller voir une fois par an un médecin et un psychologue pour parler de son projet, je suis sûr que quand ça commence à aller mal, on ira beaucoup plus vite vers des personnes qui nous connaissent déjà et avec qui on a pris l'habitude de parler. Donc, si c'est inscrit en plus dans la loi, eh bien, tant mieux, ça avancera peut-être encore plus vite. Alors, précision de Franck Rivière, la loi est actuellement au Sénat. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Tant mieux, très bien. Je passe la parole à Magali Siméon, qui, je crois, je vais libérer pour lui permettre de prendre la main.
Magali, le micro. Le micro. Voilà. Oui, mais le micro est coupé. J'arrive. J'arrive. Il a du mal à tout faire en même temps. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Magali Siméon et je suis la cofondatrice de Lily Facilite la vie. En écoutant, alors je suis ravie d'être là parce que ça va encore plus nourrir notre réflexion autour de l'offre de Lily. Si je devais résumer un peu par rapport aux interventions précédentes, on intervient en prévention primaire et secondaire, c'est-à-dire en prévention autour de ce qui pourrait dégrader et en prévention autour de ce qui permet de dépister sur les sujets de conciliation vie privée, vie pro et de charge mentale. Donc en fait, nous cherchons à aller au-devant des personnes par l'intermédiaire des entreprises. Donc en fait, notre vecteur de distribution, c'est les entreprises pour leurs salariés. Et donc la première question qu'on se pose, et vous allez retrouver ce qui s'est dit sur les interventions précédentes, hein, les enjeux RH actuels. Il y a un enjeu, tout à l'heure on a parlé de la clarification des rôles de chacun dans l'entreprise. Le soutien aux salariés et sur les sujets de conciliation et d'équilibre sont des sujets qui sont aujourd'hui sur la table de tous les DRH. Il y a 2 ans, j'avais encore des DRH qui me disaient « la vie perso de mes salariés, ce n'est pas mon sujet ». Ça, aujourd'hui, ça ne se rencontre plus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont toujours les réponses sur comment on peut soutenir en restant à la place juste. Ce qu'on voit aussi, et Guillaume nous l'a décrit et l'a projeté, il y a un monde d'après qui arrive qui va être un modèle hybride. Et comment, quand je suis RH, je vais accompagner mes collaborateurs dans ce monde hybride et dans ce modèle hybride, et en étant là aussi dans une logique de conciliation, puisqu'on a beaucoup de salariés qui sont dans un jamais plus comme avant. Et puis, on a un enjeu RH aussi qui n'est pas lié à la crise d'aujourd'hui, mais qui reste un enjeu, c'est comment je cible mes actions sur les profils dont j'ai besoin. Et entre autres, chez les plus jeunes, l'équilibre vie privée, vie pro, ce n'est pas juste une intention, c'est vraiment un besoin. Moi, j'ai un client, Lily, qui la semaine dernière m'a dit qu'il avait eu 14 démissions dans la semaine. Démissions de jeunes qui avaient décidé que finalement, trop c'était trop et que la vie parisienne, dans ces conditions, ça ne faisait pas vraiment sens. Donc, des enjeux RH qui sont assez critiques en ce moment. Alors, Lily, c'est quoi? C'est une plateforme digitale qu'on a développée autour de 4 univers qui sont les univers générateurs de stress au quotidien pour les personnes et donc pour les salariés. La famille est génératrice de stress. Les parents, quand on est aidant, sont générateurs de stress. Le domicile peut être générateur de stress. Et on a ajouté une composante supplémentaire depuis le début de l'année à la demande de nos clients et qui est sur de la prévention, là, sur les risques psychosociaux et qui est d'arriver à évaluer des niveaux de stress et à accompagner les gens, toujours en prévention primaire et secondaire, sur comment vous pouvez gérer et mettre en place. Et quand on détecte des situations trop aiguës, à ce moment-là, on renvoie vers la médecine du travail. Notre plateforme, elle est faite soit pour être en self-care, pour ceux qui sont autonomes et qui veulent se débrouiller tout seuls, même si la déstigmatisation des derniers mois montre qu'il y a beaucoup plus de questions sur le sujet de l'équilibre et du stress. Mais on a aussi la capacité d'avoir des interactions directes avec des care managers qui sont des personnes qui vont aider en fait nos membres à identifier leurs besoins et à trouver leurs solutions autour des 4 univers. Et tout ça est fait à la fois sur la plateforme digitale avec la contribution d'experts qui sont des experts sélectionnés pour être toujours dans une logique de soutien et de psychologie positive, vraiment au sens fondamental de cette approche, et pour que les personnes puissent retrouver de la liberté et de l'autonomie. Alors, et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la plateforme en tant que telle est un support, mais elle ne suffit pas. Et donc, en fait, on a une grosse partie de notre activité qui est sur le fait d'aller chercher les personnes pour qu'elles soient conscientes de l'offre que l'entreprise met à leur disposition et d'avoir aussi des actions plus digitales, donc qui sont aujourd'hui plus en mode workshop ou webinar, et où là, on va faire des ateliers sur des problématiques spécifiques à une entreprise. Moi, mon constat depuis 3 ans, c'est que les entreprises n'ont pas toutes les mêmes personas en termes de salariés et donc elles n'ont pas toutes les mêmes besoins. Et l'idée, c'est d'être capable d'avoir des focus vraiment en fonction des besoins et d'avoir une logique, d'avoir un hub dans lequel vous pouvez vraiment plugger toute l'offre Lily et y compris des offres qui existent déjà pour l'entreprise et sur lequel on va chercher à générer du réflexe et de l'engagement des salariés pour qu'ils utilisent ce qui est mis à leur disposition. Et ça, ajouter une notion de community building, c'est-à-dire d'avoir aussi une notion de peer-to-peer,
dont on a parlé aussi plusieurs fois, et pour que parfois les solutions soient trouvées entre pairs ou entre salariés, et pas forcément dans une notion vers l'équipe de Lily ou vers les experts. Cet écosystème, il est opérationnel et il tourne maintenant depuis plusieurs années. Alors, j'ai voulu essayer de faire une illustration, mais la richesse de notre offre rend l'illustration pas simple. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur un problème spécifique, comme par exemple une orientation scolaire, on est à la fois capable d'aller vers nos membres et de les informer, mais ils vont aussi venir sur la plateforme et trouver des podcasts, des articles et des bons plans qui vont les aider à trouver des solutions. Et puis, ils vont pouvoir aller aussi sur le webinaire spécifique Lily et pour construire un modèle. Et si jamais tout ça ne suffit pas, alors ils peuvent être en interaction avec des représentants de l'équipe Lily pour avoir des plans d'action individuels qui sont organisés et qui les aident à trouver des solutions. Le sujet de l'orientation scolaire est, enfin, je dis étonnamment, moi ça ne m'étonne plus, mais ce qu'on constate, c'est que c'est le sujet de plus grande angoisse de nos membres. Et nos membres, c'est aussi des parents qui ont affaire aujourd'hui à des jeunes de plus de 15 ans, de moins de 15 ans, et on voit bien dans les questions qui nous sont posées que le stress des jeunes de moins de 15 ans devient une préoccupation très importante chez les parents. Donc, orientation scolaire dans des conditions très dégradées de visibilité, et puis accompagnement des plus jeunes. Donc, Lily, c'est ça, et Lily, c'est aussi une entreprise qui est fondée sur une raison d'être, qui est vraiment d'apporter le soutien juste et les outils adaptés pour faciliter la vie de chacun. On existe depuis 3 ans et ça n'a jamais été aussi vrai que sur la dernière année, c'est-à-dire que la rupture du lien social, la distanciation, l'inconnu, le monde VUCA, tout ce dont on vous a parlé avant, fait que nous, ce qu'on ressent de la part de nos membres, c'est que le besoin augmente d'avoir un soutien et que l'entreprise et l'employeur sont jugés très légitimes pour apporter ce soutien, en fait. Merci. Merci beaucoup. Je vois que le temps tourne et on risque de déborder 20 h. Donc, vous nous excusez, mais je pense que le débat est intéressant. Il y a toujours autant de monde quasiment connecté. Donc, je propose qu'on déborde un peu de notre timing. Et pour aller vite, eh bien, je vais reprendre la main. Voilà. Partager. Vous le voyez à l'écran. Voilà. Donc là, je reprends la main et je change de casquette puisque je vais vous parler d'une start-up que j'ai créée en 2018 qui s'appelle Virtual Care et qui fait de la prévention santé par le sport. Je me suis rendu compte en fait que dans les entreprises, on avait 2 problèmes importants dès 2018, hein, c'est pas nouveau, c'est pas le Covid. Il y avait première chose, c'était la sédentarité qui est cause de tas de problèmes et de beaucoup d'arrêts de maladie. Et puis, il y avait un autre problème qui était le burn-out. Et en fait, je me suis dit que ben, voilà, pour travailler sur ces 2 problèmes, la prévention santé par le sport était une bonne idée. Donc, on en a parlé, on avait sur la nouvelle loi, nous, on a en novembre 2019 invité le député Isaac Sibyl qui travaillait sur justement cette loi de prévention santé au travail. Et effectivement, cette loi va sortir, elle est au Sénat et en fait, elle est quasiment déjà en application puisque on a un accord interentreprise, une ANI qui… C'est l'ancien, ça. Excusez-moi. Voilà. Donc, on a cet accord interentreprise qui court toujours et qui précède la loi, mais qui a été signé par les syndicats. Donc, en fait, la nouveauté, vue de mon point de vue, c'est que cette loi va obliger à changer un peu la donne. Ça a été dit, la santé va devenir une considération importante pour les chefs d'entreprise. Et en fait, le Covid va avoir aidé là-dessus. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que
le risque sanitaire, les patrons ne savaient pas le gérer. Et avec le Covid, ce risque est monté au plus haut niveau. Et que c'est bien les patrons qui devaient s'occuper de ça. C'était pas à un niveau inférieur. Et on avait eu le médecin du travail de Schneider Electric qui nous avait exposé son point de vue et qui a été en première ligne en janvier 2020 quand le Covid a éclaté en Chine. Et il reportait tous les matins à la présidente du groupe. Donc on voit que la médecine du travail avait changé de niveau. Et pour moi, je pense que il faut que les trois travaillent ensemble, la direction, la médecine du travail et la mutuelle. Et je me suis rendu compte dans les entreprises que ce n'est pas très souvent le cas. C'est souvent des silos. Et alors, dans cette problématique de stress au travail et de réorganisation, moi, je conseille d'avoir un expert extérieur ou un manager de transition en fonction de la situation stratégique de l'entreprise. Quand on me dit, quand ça a été dit tout à l'heure, et j'ai 15 personnes qui démissionnent, on n'est plus dans de la médecine du travail, on est dans la stratégie d'entreprise qu'il faut repenser. Donc, le programme Virtual Terre, c'est un programme de formation au retour à l'activité physique et qui va travailler sur 3 points. Premier point, c'est un coaching collectif qui aujourd'hui se fait à distance. Vous voyez, vous voyez là-haut la photo de ce qu'on faisait en 2018 et 2019, mais ça, c'est plus possible dans les entreprises. Après, on travaille sur la nutrition. On s'est rendu compte que les gens se nourrissaient très mal, arrivaient au travail sans avoir mangé, par exemple, ce qui n'est pas le cas des Scandinaves, ce qui n'est pas le cas des Allemands. C'est une vraie problématique française. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est la médecine 4P, c'est la prise en charge par la personne de sa santé. Et quand on fait ces trois-là, eh bien, on améliore la condition physique, on améliore le team building, la relation dans l'entreprise, et ça, je l'ai vu dans plusieurs sociétés quand on était en présentiel. Et puis après, il y a la condition psychique qui s'améliore beaucoup quand vous travaillez sur ces 3 points-là. Pardon, là, excuse-moi une seconde, apparemment tes slides ne défilent pas. Mes slides ne défilent pas. Ah. On voit toujours ta slide. J'ai du mal à partager l'écran. J'ai du mal à partager l'écran. Excusez-moi, Excusez-moi, je reprends le partage d'écran. Là et là. Est-ce que vous voyez là? Non? Toujours pas? Non? En plus, c'est... Non, toujours pas. Alors, on entend le bip par contre. Oui, attends, je vais couper ça. Voilà. Hop, il faut que je retrouve le partage d'écran, excusez-moi. Je n'ai pas cliqué sur le bon écran. Ennuyeux, c'est fâcheux ça. Excusez-moi, désolé. Ben, tu peux peut-être poser quelques questions, surtout s'il y a des questions et je ferai ma présentation après. J'ai essayé de sortir de là. Absolument, d'autant plus qu'on en a beaucoup des questions. Alors, je vais essayer de les prendre un peu dans l'ordre. Il y avait une question, je crois, à Madame Monchablon, qui est qu'est-ce qu'on entend par risque juridique des enseignants? De l'université. Merci.
juridique de l'université, de la direction de l'université. Alors, je travaille sur les incidents à l'université. Je travaillais pendant 10 ans sur un service interuniversitaire qui couvrait 5 grandes universités parisiennes. Donc, autour, par exemple, je cite un exemple, suicide après alcoolisation massif, dans un local situé au 7e étage, sans paravent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Suicide après précipitation, qui est responsable? Comment on pense les choses pour ce jeune qui s'est déjà alcoolisé massivement lors des soirées festives, etc. Pourquoi il n'y a pas eu de signalement, pas eu de prise en charge, pas eu de contact avec les services de MPU, pourquoi on n'a pas sécurisé les locaux? Voilà, ça c'est un des cas. Autre cas beaucoup plus embarrassant sont les situations de harcèlement. Harcèlement sexuel ou plainte pour agression sexuelle entre étudiants ou entre étudiants et enseignants, ça peut arriver, mais surtout entre étudiants. Comment gérer les choses? Voilà, est-ce qu'on va faire la justice au sein de la grande école ou de l'université? Est-ce qu'on va faire un signalement? Comment soutenir évidemment la victime présumée, mais aussi l'agresseur présumé? Quelle est la responsabilité de la grande école sur la prévention des violences sexistes, etc., etc. Donc, tous ces problèmes psychologiques, je dirais, ces problèmes collectifs, ils répondent le plus souvent, puisque moi, je reçois les jeunes en individuel, aussi à des problématiques psychologiques individuelles, hein, bien sûr, hein, ça n'arrive pas sur terrain neutre. Et voilà, et donc inéluctablement, à un moment, je suis sollicitée pour monter à l'étage supérieur et commencer à penser un peu la résolution de situations critiques pour pas que cette résolution, par exemple la sanction par l'exclusion, je parle très concrètement de choses ultra simples, n'aboutisse pas au suicide de l'exclu. Voilà. Ou lynchage virtuel de l'agresseur présumé. Est-ce que j'ai été claire? Merci. Tout à fait, merci. L'idée, si vous voulez, chaque fois qu'on est confronté à un problème de trouble grave du comportement, c'est de sanctionner le comportement qui pose problème, le débordement de comportement, et soutenir le sujet en même temps. Et évidemment, ça, c'est très technique, ça nécessite une organisation collective sur 2 ou 3 personnes de la direction. Merci. Alors, on a 2 questions de Guillaume Simon. Donc, Guillaume Simon est un des participants qui a créé une start-up qui s'appelle MindPulse. Alors, d'abord, je réponds à Guillaume. Guillaume, je ne peux pas te passer la parole, mais si tu peux mettre un lien vers ta start-up, vers le site web dans la discussion ou le Q&A, tout le monde pourra en bénéficier. Et ces questions tournent autour de est-ce qu'il y a des expériences de mesures collectives des effets de la situation sanitaire sur le psychisme des salariés? Guillaume, peut-être que vous pouvez répondre, et d'autres après. Oui, pardon, vous pouvez me redonner la question? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des expériences de mesures collectives des effets de la situation sanitaire sur le psychisme des salariés? Il y a des études, oui, il y a des études qui existent, qui ont été… il y a plusieurs études qui existent. Il y en a une notamment qui est réalisée par Malakoff Humanis, alors qui est plutôt du point de vue des salariés, hein. C'est-à-dire que c'est plutôt une étude qui est faite sur leur ressenti, leur vécu, et qui est plutôt basée sur la façon dont eux se sentent ou pas en situation de détresse psychologique. Donc, par rapport aux chiffres notamment qui ont été publiés tout à l'heure, le taux de détresse psychologique annoncé par les salariés collectivement, il est plutôt autour de 43%, quand tout à l'heure, on était plutôt sur des taux évalués à une trentaine de pourcents, je crois, dans la première intervention. Donc, il y a forcément voilà, peut-être le ressenti, il va peut-être parfois mélanger des sentiments de stress de longue durée, de déprime, de dépression. Donc, il n'est pas toujours… la notion de détresse psychologique n'est pas toujours bien définie. Et donc, ça peut expliquer aussi qu'on
qu'on ait des chiffres d'une étude à l'autre qui peuvent un petit peu bouger. Mais en tout cas, c'est un taux en termes de déclaratif qui a été augmenté de près de 30%, je crois, par rapport aux mesures qui pouvaient être faites avant la crise sanitaire. Karim, je peux reprendre le déroulé de ma présentation si tu… Oui, un instant, juste une précision. Dans le QNR, Jean-Luc Douillard a aussi répondu à une question sur les signes avant-coureurs d'une détresse psychologique, donc il a apporté un certain nombre de précisions. Vous pouvez aussi consulter. Vas-y, Alain. Ok, alors là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon pour moi. Donc, je reprends sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une collaboration et une nouvelle façon de travailler à mettre en place entre la direction de la médecine du travail et la mutuelle. La loi va inciter à le faire, mais je pense que ça ne va pas se faire très facilement parce que le chef d'entreprise n'est pas jusqu'à présent habitué à gérer le risque sanitaire. Et on l'avait vu dans les premiers séminaires qu'on a fait sur le Covid, où là, effectivement, c'est le patron qui a pris en main la problématique Covid. Donc, la Care propose des formations pour le retour à l'activité physique, comme je disais. On travaille sur le coaching à distance, sur l'empowerment des participants. Je n'ai pas de traduction française de ça. C'est la prise en charge par la personne de sa santé et sur la nutrition. Et ce faisant, on améliore la condition physique, on améliore le team building parce que les gens font des choses ensemble et ils discutent ensemble. Et là, vous avez la photo, c'est le personnel de l'hôpital Foch. Et on a résolu des problèmes juste en faisant faire des choses, les personnes ensemble, qui ne s'étaient jamais vues et qui ne se connaissaient pas. Et puis, bien évidemment, le sport améliore la condition psychique, surtout quand vous travaillez sur nutrition et empowerment. Ça change beaucoup de donne. Un des facteurs de détection du burn-out, c'est la personne qui commence à prendre du poids et de manière un peu anormale. C'est un des signes avant-coureurs du burn-out. Donc, avec le Covid, est-ce que la photo que vous voyez, c'était plus possible? On ne pouvait plus mettre 10 personnes dans une salle aussi rapprochée. Donc, on a fait appel aux technologies digitales. Et donc, maintenant, on crée des groupes virtuels qui s'inscrivent sur une plateforme. Il faut avoir un rameur avec un certain type de rameur, un concept de PM5, qui permet, via le smartphone, de récupérer les informations que vous voyez là. C'est les informations de l'équipe et on a tout ce que la personne a pu faire sur la machine. On a une traçabilité bien meilleure que quand on était dans une salle et beaucoup plus fine. On peut donc derrière ça faire une analyse individualisée, mais ce qui est très important, c'est de garder cette notion de groupe, cette notion d'équipe. Et donc, on fait une réunion de groupe par semaine sur 3 mois, et on peut avoir plusieurs options de suivi. Et ça, on s'est rendu compte, en fait, que c'est un excellent outil pour rompre l'isolement du télétravailleur, parce que le télétravailleur, il peut très bien aller faire ses séances dans la salle de sport ou dans la salle qui est à côté de chez lui, voir, et on est en train de travailler là-dessus, dans les lieux de coworking, d'installer une machine. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui passent des accords avec des salles de coworking pour que leur personnel ne revienne pas directement ou pas tous les jours au siège et qu'ils puissent travailler de chez eux. Ça, c'est le Covid qui a accéléré fortement ce point. Et je dirais, pourquoi on a lancé ça? Parce qu'on sait qu'il y a des bénéfices immédiats. On arrive à avoir 30% d'amélioration de la condition physique sur 3 mois. On prévient les burn-out. On diminue par cette notion de coworking, d'aller chercher le télétravailleur. On diminue le burn-in, c'est-à-dire des gens qui ne veulent plus retourner au travail. Je crois qu'il y a 15% des personnes qui étaient en télétravail qui disent « Non, moi, je ne veux pas retourner dans l'entreprise ». Et c'est là que les patrons disent pas forcément d'accord. Le fait de faire un plan de prévention par le sport, on a moins 32% d'arrêt de travail. Alors, ça a été validé par des études, mais ça a été aussi validé par exemple, chez Safran,
dans l'atelier qui monte les moteurs, ils ont confirmé ces chiffres-là. Et puis, et ça je pense à la Silicon Valley, le fait de mettre en place des plans comme ça de prévention santé, ça a été dit tout à l'heure, c'est très important, c'est que la personne n'est plus un numéro, l'entreprise se préoccupe de la santé de la personne et non plus un grade, c'est vraiment soi. Et ça améliore la marque employeur. Et vous savez que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'initiatives là-dessus sur faire du sport dans l'entreprise et des activités en commun. Et le programme qu'on propose, il n'est pas sorti d'un chapeau. En fait, c'est un programme qui a été, que j'ai mis au point en 2017 pour accompagner les personnes qui sont en affection de longue durée et qui sortent de l'hôpital. Et ce programme, en fait, il a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du 92. Et c'est ce qui nous permet de valider et de donner ces chiffres. Et pour finir, je voudrais vous raconter une belle histoire de Anne-Isabelle qui a eu un cancer en 2017. Son indice de dépression avait été mesuré par l'hôpital Foch avant. Elle avait un indice de 14. Alors, je ne me permettrai pas de commenter cet indice. Je suis totalement incompétent. Mais c'est un indice de dépression qui semblait être important. Et on a refait les mêmes tests. L'hôpital Foch a refait les mêmes tests le 7 janvier 2018. Et le test a dit que son indice de dépression était descendu à 7, ce qui prouve que, au moins sur Anne-Isabelle, ce système a marché pour améliorer sa condition psychique. Alors, il y a d'autres mesures, d'autres choses qui sont moins mesurables, mais comme par exemple la jeune fille qui était sur la photo, là, qui était une diabétique, et qui, au début du programme, n'allait pas bien, ça se voyait, elle était dans un coin, et le programme lui a ramené un énorme sourire sur ses lèvres, et ça a prouvé qu'elle a réussi à surmonter sa maladie. Et donc, je vous avais dit qu'au bout de 3 mois, les gens continuent, et la belle avant l'histoire, c'est que cette Anne-Isabelle qui n'avait jamais ramé, jamais fait d'aviron avant, en 2017, elle est revenue me voir en 2019 alors que je l'avais complètement perdu de vue. Je ne l'avais plus du tout rencontrée. Et elle me dit, je veux me remettre à ramer. Et je pensais que c'était pour faire une activité qui s'appelle l'avirose pour justement les femmes qui ont eu un cancer du sein. En fait, pas du tout. Elle s'est remise à ramer parce qu'elle avait continué. Et aujourd'hui, elle est championne du monde et championne de France. Vice-championne du monde et championne de France. Voilà. Ça prouve un peu l'intérêt de ce programme que je voulais partager avec vous. Et je repasse la main à Karim pour les questions. Parfait. Merci Alain. Alors, il y avait une question sur comment est-ce qu'en tant que DRH ou en tant que manager, on peut faire face au phénomène de la cabane, ou en gros la volonté de rester enfermé chez soi et de ne plus sortir. Qui est-ce qui veut bien répondre? Moi, je viens de donner un élément de réponse qui est de faire des choses ensemble aux personnes parce que quand tu fais, on l'a validé sur plusieurs groupes pendant le premier confinement et le fait que les gens se retrouvent une fois par semaine autour d'un webinaire pour parler de ce qu'ils ont fait sur eux personnellement, eh bien ça a permis de garder des liens énormes dans l'entreprise qui n'était plus le cas, quoi. Les gens allaient très mal. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de solutions qu'on peut apporter. Moi, je veux juste, si vous permettez, donner deux compléments. Je pense que déjà, j'espère que la plupart des entreprises ont continué à garder un lien avec leurs salariés en télétravail et ce qu'on fait, je pense, j'espère en tout cas beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités avec une partie de leurs étudiants. Ça permet de revenir plus facilement si on a gardé un lien. Mais ce n'est pas facile à faire et on ne pense pas forcément que quand les gens sont chez eux, ils sont touchés par le fait qu'on les appelle, mais je crois que si, ils sont touchés par le fait qu'on les appelle et si on ne les appelle pas, ils ont l'impression qu'on les oublie et le retour est plus difficile. La deuxième chose, c'est que je pense que ce que cette crise
peut-être de plus-value, en tout cas doit nous permettre, c'est d'aménager encore plus rapidement des choses au sein des entreprises pour que les gens soient confortables et que les gens se sentent effectivement en transition entre l'espace personnel plutôt confort un peu régressif et le retour au travail avec des moments sans doute à accompagner aussi du côté de la régression, mais dans l'entreprise, c'est-à-dire peut-être réaménager des espaces plus confort, des temps dédiés à effectivement l'activité de groupe collective qui font plaisir et au fait de restaurer un peu l'identité collective. Parce que c'est ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de se sentir rattaché avec une identité collective quand on a passé autant de temps très seul, avec des choses peut-être un peu plus compliquées aussi, parce que quand les addictions se sont développées, quand les troubles du comportement se sont développés, quand les troubles de l'humeur se sont développés, les troubles des comportements alimentaires, les troubles du sommeil, c'est difficile de revenir à un rythme très différent et surtout de revenir à une même capacité de travail rapide, alors que ça fait 1 an qu'on est un peu à distance de tout ça. Je pense qu'il va falloir aussi du temps pour que dans les organisations professionnelles, moi je le vois bien au terme de Saujon, ça fait 8 mois que les hydrothérapeutes ne sont pas venus travailler puisque les termes étaient fermés. Et le retour tout d'un coup à une réouverture prochaine, c'est effectivement, on trouve ça intéressant que ça puisse commencer à 50% parce que ça va permettre petit à petit à ce que les gens reprennent aussi un rythme au travail. Ils ont envie de revenir, mais la transition n'est pas simple. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Luc, en effet, il y a à la fois avoir un cadre de sécurité qui est rassurant et serein pour le retour au travail. Il faut maintenir le lien avec les salariés. La situation d'isolement qui crée aussi cette envie de rester chez soi et de ne pas revenir, quelque part, c'est qu'à un moment, il y a eu aussi un phénomène d'isolement. Il faut favoriser l'expression des ressentis, soit via le manager, mais aussi peut-être des intervenants extérieurs, parfois, quand c'est nécessaire. Et puis, il faut réinventer l'envie de travailler de façon collective au travail, et réinventer les temps collectifs. C'est-à-dire, si on vient au travail pour s'isoler dans un bureau et échanger avec ses collègues par mail, en effet, ça perd un peu de son sens de se retrouver dans une unité de lieu et il faut retrouver des temps collectifs qui permettent de collaborer, mais pas uniquement juste pour le principe et être sur de la réunionnite comme on a pu la connaître avant la crise et comme elle a été reproduite d'ailleurs en distanciel, c'est-à-dire ceux qui faisaient des réunions inutiles avant en présentiel, on reportait ça en distanciel et on recrée des réunions inutiles en distanciel. Là, il faut qu'il y ait de l'envie, de l'intérêt à se retrouver au travail. Ça peut être de réaménagement d'espace aussi, de travail physique. Et puis, de donner l'envie. Et c'est pour ça que parfois, l'envie, les liens mauvais manager, elle peut être liée à des tensions dans l'équipe qui n'ont pas été résolues. Ce n'est pas parce qu'il y a eu de la distance qu'elles sont résolues, elles sont toujours présentes et il faut résoudre les situations de tension aussi qui peuvent exister au sein d'une équipe. Il y a eu moins de situations de harcèlement, par exemple, pendant la crise sanitaire parce que le fait d'être à distance aussi et de ne pas être dans un même univers de travail, par exemple, a fait que sur les situations de harcèlement, a priori, il y a eu moins de cas puisque la distance fait que ça s'est moins évidemment manifesté. Mais il faut avoir ce plaisir de retour au travail, puis trouver du sens. Voilà, faut que ça fasse sens de se retrouver collectivement. Alors peut-être une petite illustration chez les étudiants, puisqu'on a parlé des étudiants. 2 expériences. D'abord, le téléenseignement qui a été une catastrophe pour eux parce qu'ils ont perdu complètement, je dirais, la dynamique groupale. Et l'identité groupale, c'est le sentiment d'appartenance à une université, à une filière. C'est très important parce qu'ils trouvent des modèles identificatoires très importants et je pense que pour les salariés, c'est la même chose. Je ne dis pas qu'on appartient à une entreprise, mais enfin, on participe à l'identité groupale de l'entreprise et le fait de travailler en solo a été une catastrophe, en tout cas pour les étudiants. Et puis, deuxième témoignage sont ces étudiants qui ont démarré les stages pendant le premier confinement. Parce que les entreprises ont été très fidèles, très loyales avec leurs étudiants qu'ils avaient pour lesquels ils s'étaient engagés pour des stages. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Et donc, ils ont amarré ces étudiants
étudiants en télétravail dès le départ, en stage. Ils ne connaissaient pas l'entreprise, ils arrivent dans l'entreprise en télétravail. Et là, on a vu vraiment la très grande fracture entre les entreprises qui accompagnaient ces stagiaires. Dire un petit coup de téléphone le matin, c'est rien du tout, ça prend 5 minutes juste pour voir, pour donner la tâche de la journée, ou le soir pour voir comment c'était passé. Et ceux qui se contentaient de voir leur stagiaire une fois par semaine, 10 minutes, pour donner le plan de la semaine. Je peux vous dire que pour cela, moi je travaille avec des jeunes de grande école, en fait, donc vraiment ultra câblés et ensuite assez acharnés et motivés. Pour cela, non seulement ils ne viendront jamais travailler dans cette entreprise, mais même ils sont en train de se démotiver de la filière que représente l'entreprise. Donc cette entrée dans le travail par ce type je dirais de présence au travail, en solo, loin de tout, pour eux, ça a été délétère. Voilà. Merci, oui, c'est intéressant ce prisme de la réputation et l'impact sur la réputation du fait d'avoir mal pris en charge les stagiaires, parce qu'on ne l'a pas forcément toujours en tête. Alors, il y a une dernière question et je propose qu'on traite cette dernière question et qu'après, on puisse vous rendre à vos familles respectives sur le télétravail. Est-ce que le fait de pérenniser le télétravail flottant est quelque chose qui peut être positif, sachant que les dirigeants d'entreprise ne sont pas tous prêts à faire confiance? Est-ce que vous pouvez bien répondre à cette question? Nous, ce qu'on voit, c'est que, alors, je pense, Guillaume l'a dit, et je suis vraiment d'accord avec lui, il ne va pas falloir se dire qu'à un moment donné, on va revenir au monde d'avant, parce que les salariés attendent autre chose que le monde d'avant. Et c'est pour ça que moi, j'ai parlé de modèle hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse unique à combien de jours de télétravail, flottant, pas flottant. Il y a des gens pour qui c'est fait, il y a des gens pour qui c'est pas fait. Mais en tout cas, les employeurs, et moi, j'en vois encore un certain nombre aujourd'hui qui disent, j'en entends un certain nombre, il faut qu'ils reviennent au travail. Ce que je leur dis déjà, c'est qu'on est déjà au travail, mais on n'est juste pas au bureau. Donc là, je pense que la subtilité est importante et que cette notion de faire confiance, d'être dans une logique plutôt sur l'objectif que sur le comment, d'être sur moins de réunions, d'être sur plus de liberté accordée. De toute façon, ceux qui ne vont pas le faire vont perdre en attractivité sur la marque employeur. Alors, la marque employeur, c'est un grand mot peut-être pour des grandes marques, mais ça veut dire que dans une TPE locale, qui va chercher à recruter un jeune ingénieur, par exemple, entre celle qui proposera du télétravail et celle qui n'en proposera pas, ça fera de la différence. Et nous, on le voit y compris chez des petits clients qui voient bien que quand ils ont besoin de profils spécifiques, il va falloir qu'ils s'ouvrent un peu les chakras sur le sujet. Mais on fait encore, nous, pas mal de pédagogie là-dessus du côté des dirigeants. Ce n'est pas toujours évident. Merci Magali. Bon, comme il est 20h20, on va peut-être en rester là. Alors Guillaume Simon, donc, oui. Qui aurait voulu, je pense, et je comprends bien, être dans le panel d'un peu plus être, mais il a mis toutes les références de son site web et ses coordonnées. Donc, vous pouvez aller voir la start-up qu'il a créée et qui est aussi intéressante puisqu'elle propose des mesures, si je comprends bien, pour mesurer l'état psychique des salariés. Alain, je te passe la parole pour la conclusion. Moi, oui, je voudrais conclure en vous remerciant tous parce que on a préparé cette conférence et on a réussi bon an, mal an à tenir à peu près les délais. C'était une gageure parce qu'on a balayé très très large et je pense qu'on n'avait pas la prétention de donner des solutions, mais on avait plutôt envie de poser le problème et d'avoir, et je vous remercie beaucoup, d'avoir contribué à mettre des chiffres, à donner une photo de la situation. C'est très bien. Je voudrais aussi remercier les équipes de HEC et de Télécom, Isabelle et Eric à HEC, qui ont permis d'organiser cet événement sur trois entités différentes. Je crois qu'on a frisé, on était à 87 personnes à un moment, sur un sujet aussi difficile. Je trouve que ça prouve qu'il y avait une vraie attente et il y avait des vraies questions. Et puis, je vais te remercier, Karim, parce que c'est grâce à toi qu'on a lancé cette idée au niveau de Télécom Paris Santé. Et
je vais vous donner rendez-vous dans la semaine du 11 au 20 juin, car nous allons faire une conférence Télécom Paris Talk. On n'a pas encore tout à fait le sujet, mais on espère bien faire une conférence hybride, c'est-à-dire avoir des panélistes, se retrouver entre nous. La grande frustration que j'ai, c'est que dans les réunions qu'on faisait avant, la discussion entre les intervenants était extrêmement riche. Moi, c'est ce qui me passionnait le plus. Et ça, on n'a pas pu le faire. Et la prochaine fois, j'espère bien qu'on sera déconfiné. Par contre, on gardera, hein, comme le télétravail, on va garder cette notion de visioconférence pour permettre à des gens qui sont loin de participer à nos réunions. En particulier, tout à l'heure, tu disais des Libanais, des gens qui sont à l'étranger et qui seraient très contents de participer à nos réunions.